Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Bonsoir à toutes et à tous, un réel plaisir de vous retrouver le soir pour l'édition du soir sur la télévision Futur Média. C'est parti pour les titres. Affaire Boubacar Seye, le président de Horizon Sans Frontières, finalement placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges qui a donné un avis favorable au réquisitoire du parquet. Boubacar Seye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Ses avocats se disent surpris et comptent introduire une demande de liberté provisoire. État d'urgence, état de siège, le chef de l'État promulgue la nouvelle loi. Ainsi, notre pays n'est plus dans l'état d'urgence récemment décrété, mais dans la gestion des catastrophes et crises sanitaires avec le maintien de certaines mesures toujours, le couvre-feu, la réglementation des rassemblements, le port du masque, entre autres de nouvelles prérogatives pour le chef de l'État, mais aussi l'entrée en vigueur d'un troisième régime juridique. Cœur Mousso, dans le département de Thiès, les populations disent non à l'implantation d'une usine de poissonnerie. Leur crainte, le non-respect des dispositions du Code de l'environnement, et pour les jeunes, cela risque de détériorer la santé des populations. Les autorités de leur côté rassurent. Organisation des élections municipales et départementales, le calendrier électoral risque de connaître davantage de perturbations. Pour Waljo Ndiaye, il serait difficile de pouvoir respecter le calendrier des élections en 2021, plutôt en 2022. La faute à l'État et à l'opposition, selon le membre de la société civile. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant avec un énorme plaisir. Nous vous le disions en titre, affaire Boubacar Seye, le président de Horizon Sans Frontières, finalement placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges qui a donné un avis favorable au réquisitoire du parquet. Boubacar Seye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Ses avocats se disent surpris et comptent introduire une demande de liberté provisoire, mais aussi internationaliser le combat. Nous tenterons d'entrer en contact avec l'un d'eux, peut-être avant la fin de cette édition. Nous restons toujours dans l'édition et nous restons avec les brèves. État d'urgence, cette fois-ci nous parlons état d'urgence et d'état de siège. Le chef de l'État promulgue la nouvelle loi. La gestion des catastrophes naturelles et sanitaires entre en vigueur et signe la fin de l'état d'urgence décrété récemment, cédant ainsi la place au troisième régime juridique qui maintient le respect du couvre-feu, la réglementation des rassemblements, le port du masque ainsi que le fonctionnement du transport et des commerces. Ainsi, le chef de l'État maintient le couvre-feu de 21h à 5h du matin pour les régions de Thiès et Dakar. Le président Macky Sall a désormais la possibilité de décréter l'état d'urgence sans pour autant passer par l'Assemblée nationale. Nous restons avec le couvre-feu pour voir un peu son impact sur le quotidien des Sénégalais, commerçants, transporteurs, usagers de la route, étudiants. Tous dénoncent des tracasseries, beaucoup de pertes économiques, des difficultés pour rentrer le soir. Tous disent oui à la lutte contre le Covid-19, mais attention à l'économie. Abdoulaye Diop, Diafaraba ont sillonné pour vous avec plaisir les ruelles de Dakar. Commerçants, automobilistes et même étudiants, tout le monde se pose des questions sur la prolongation du couvre-feu. Ce commerçant profite de la journée pour compenser les heures perdues à cause du couvre-feu. Il doit fermer boutique à 18h pour respecter le couvre-feu. Nous ne sommes pas d'accord sur le couvre-feu. Il a impacté négativement sur notre travail. Nous avons enregistré beaucoup de pertes. Nous demandons au chef de l'État de revoir quand même sa décision. Pour ces étudiants, rentrer à la maison le soir avec les embouteillages relève d'un vrai casse-tête. Je pense que ça n'arrange pas tout le monde en fait. Ça n'arrange pas tout le monde. Parce qu'il y a de ces gens qui travaillent le soir. Ça n'arrange pas tout le monde. Il y en a qui travaillent la nuit et que voilà quoi, ils n'ont pas ce revenu. Vous comprenez? Donc voilà quoi. Il devait l'arrêter. Il devait l'arrêter le lundi, mais voilà. Le problème de transport est évoqué par ce taximan qui attend le feu vert pour passer.
Il revient sur ses activités impactées par le coronavirus. Toutes nos activités sont au ralenti. Notre temps de travail est très court. Nous ne voyons plus de clients car l'heure de la descente ne nous arrange pas. Nous pensons qu'il faut prolonger le couvre-feu. Nous perdons beaucoup d'argent. Le couvre-feu de 21h à 5h du matin est maintenu dans les régions de Dakar et de Thiès dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La toute nouvelle loi qui institue le régime de catastrophe sanitaire qui permet de prendre des mesures de restriction sans passer par l'état d'urgence sera promulguée ce mardi. Abdoulaye Diop, restons avec les réactions. Avant de proroger la durée du couvre-feu, l'État devait faire une évaluation des jours et le président devait aussi prendre la peine de s'adresser aux Sénégalais. C'est la conviction du secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Alassane Seck déplore aussi le retard noté dans la communication concernant les mesures prises. Alassane Seck, que nous écoutons avec Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy. Il était l'invité de votre matinale Info Matin. L'État devait d'abord faire une évaluation, ensuite que le président lui-même parle aux populations. C'était souhaitable pour qu'on puisse avoir une idée de l'impact de ce couvre-feu, ce qui est un sacrifice pour les populations. Si on fait un sacrifice, on a le devoir, on a le droit de demander des comptes pour savoir quel est l'impact de ce couvre-feu sur les populations, sur la maladie. Est-ce qu'il y a une régression? Est-ce que et ensuite parler à temps opportun, le dire le matin avant midi, pour que les gens se préparent en conséquence. On a attendu hier le ministre jusqu'à 20h pour qu'il parle. Ça nous a paru un peu surréaliste, très compliqué, qu'on attend jusqu'à 20h pour pouvoir savoir s'il y a couvre-feu ou non. Et peut-être que ça devait être le lendemain, mais ça n'a pas été précisé, parce qu'ils ont dit du 19, d'après le gouverneur, ça a été du 19 au 26, le 19 c'est aujourd'hui, donc on n'a pas compris cette absence d'explication donc, des autorités par rapport aux populations. Ça a été un peu quand même regrettable. Parce que ça, donc il faut que le président parle régulièrement aux populations, les rassure, toujours de communiquer dans le bon sens, rassurer et puis expliquer les impacts donc positifs de cette lutte-là sur la pandémie. Restons toujours avec la pandémie, encore des décès liés au Covid-19, 10 morts enregistrés ce lundi du côté des tests. 1443 ont été réalisés. Résultat, 168 nouveaux cas, 54 cas contacts, 114 cas communautaires, 0 cas importés, 117 patients ont été déclarés guéris. Pour les cas graves, ils sont au nombre de 47. Les régions de Diourbel et Kaolack sont-elles en passe de devenir de nouveaux foyers de la Covid-19? Tout porte à le croire puisqu'en 2 semaines, les 2 localités ont enregistré 416 cas communautaires dans ces 2 régions. La maladie est plus que présente et aujourd'hui, la question que l'on se pose est de savoir pourquoi le couvre-feu n'a pas concerné ces 2 régions, c'est-à-dire du côté de Kaolack et de Diourbel. Ibrahima Kane nous donne la réponse. Dakar et Thiès restent sous le régime d'exception pour limiter la propagation du virus. C'est officiel, le chef de l'État a promulgué ce mardi la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège élargi à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Une décision loin de faire l'unanimité, fustigée tous azimuts par des spécialistes de la Constitution. La prorogation de 8 jours du couvre-feu vise à couper la chaîne de transmission du virus, particulièrement dans les régions de Thiès et Dakar, réputés être les foyers de l'épidémie au Sénégal. Toutefois, l'évolution de la situation épidémiologique laisse apparaître une résurgence des cas de Covid dans d'autres régions comme Kaolack et Diourbel. Du 6 au 19 janvier, 416 cas issus de la transmission communautaire sont répertoriés dans les 2 régions citées, 214 pour Diourbel contre 202 pour Kaolack. La situation au niveau de ces 2 régions commence sérieusement à inquiéter, amenant certains à parler de nouveaux foyers de la maladie. Si c'est avéré, pourquoi Dakar et Thiès uniquement alors que la courbe Covid continue de grimper à grande vitesse dans d'autres localités? Autant de questions qui méritent des réponses cohérentes.
Ibrahima Kane, merci beaucoup. Beaucoup de questions. Autres mesures concernant le Covid-19. Mbour ferme ses marchés hebdomadaires jusqu'à nouvel ordre. Quant aux marchés classiques, ils fonctionneront du lundi au samedi de 6h à 18h et fermeront le dimanche. Un arrêté préfectoral pris ce mardi pour lutter contre la propagation du virus. Information signée Abdourahmane Diallo, correspondant du groupe Futur Média à Mbour. Covid-19 toujours qui fait des ravages dans la ville de Saint-Louis, qui a enregistré au total 66 morts, dont 44 entre le 1er novembre et aujourd'hui. Plusieurs centaines sont encore sous traitement. L'association pour la solidarité et le développement de Saint-Louis était dans les écoles pour sensibiliser sûrement les élèves. Du côté des femmes, les mouvements Vox, Voix Femmes, Leadership accompagnent les femmes transformatrices impactées négativement par cette deuxième vague. Ousseynou Diop, Habib Seck à Saint-Louis dans la vieille ville nous en disent beaucoup plus. À Saint-Louis, la propagation du coronavirus inquiète les mouvements associatifs de la vieille ville. Depuis le début de la pandémie, 106 personnes ont perdu la vie. Les membres de l'Association pour la solidarité et le développement de Saint-Louis tirent la sonnette d'alarme lors de cette cérémonie de remise de masques destinée aux élèves de la commune. Le message est très simple. Nos hôpitaux souffrent. Nos hôpitaux sont saturés. Et que la maladie, elle est là, elle est réelle. Les jeunes veulent stopper la propagation du coronavirus et invitent les élèves à respecter les mesures barrières une fois dans les maisons. Du mois de mars au mois de novembre, la ville de Saint-Louis a enregistré 22 décès. Et pourtant, entre novembre et janvier, hier, ils ont enregistré 44 décès. Ce qui montre que la maladie est en train de faire des ravages et que pourtant les gens ne prennent pas les précautions. Ces femmes du mouvement Voix et Leadership comptent aussi apporter leur contribution à la lutte contre la Covid-19. Elles ont produit une grande quantité de produits d'hygiène en vue de faire d'une pierre deux coups en contribuant à cette grande croisade contre la marche victorieuse de la Covid-19. La Covid-19 a impacté négativement sur la vie des femmes transformatrices. C'est pourquoi nous les avons formées pour qu'elles puissent trouver du travail. La Covid-19 a bouleversé l'économie locale. C'est pourquoi nous avons formé plus de 100 femmes pour qu'elles puissent participer à la lutte contre la Covid-19. Saint-Louis a enregistré depuis le 1er novembre 44 décès. Les mouvements associatifs de la vieille ville comptent apporter leur contribution. Ils ont demandé aux élèves d'être plus responsables pour éviter le contact avec leurs parents une fois dans les maisons. C'est alors vigilance maintenant. Parlons politique. Organisation des élections municipales et départementales. Valdiodio Ndiaye fixe l'échéance à 2022 selon le membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Il serait difficile de pouvoir respecter le calendrier des élections en 2021. Il estime que le seul responsable ou bien les seuls responsables restent l'État et l'opposition. Valdiodio Ndiaye que nous suivons au micro de Ibou Diouf. Effectivement, je confirme au rythme où vont les choses, nous risquons effectivement de nous retrouver avec des élections locales organisées en 2022. Parce que les choses sont très simples, c'est-à-dire actuellement, ils vont faire l'évaluation du processus électoral sur l'audit des fichiers sur presque 90 jours, c'est-à-dire à peu près 4 mois. En comptant mi-février, le temps de faire venir les consultants, etc. Donc, ça risque de s'achever rien que les opérations terrain vers le 15 mai. À cela aussi, il faudrait se réunir, s'entendre sur les recommandations. Ça risque de prendre 1 mois et demi. Donc, on va fatalement arriver en fin juin. Donc, également d'intégrer la phase de consolidation des recommandations faites par ces différents. Les lenteurs. Gestion de la mairie de Bala, un mouvement citoyen œuvrant pour le développement de la localité dit déceler des dépenses fictives de l'ordre de plus de 80 millions de francs CFA sur les comptes administratifs de 2017, 2018, 2019. Les membres du mouvement inquiets veulent attirer l'attention des décideurs afin que ce manquement soit corrigé. Une alerte confiée à Moussa Omar Gueye. Lieu et place d'une marche de protestation pour fustiger la gestion du maire de Bala
le mouvement citoyen pour le développement de Bala a fait face à la presse. Amadouba, le président, s'est appuyé sur le compte administratif pour dénoncer la gestion de Seydou Yatassaye. Alors que sur le terrain, aucune réalisation n'a été faite. On peut citer l'acquisition de matériel de balayage pour les abattoirs pour un total de 9 874 240. Pour les fournitures de bureaux en carburant, nous avons relevé un total de 1 499 millions. Pour ce qui est de la santé, 4 800 000 francs. Équipement, éducation, un total de 2 millions de francs. Pour le fonctionnement de la maison des jeunes, 1 million en 2018, 2 millions en 2019, soit un total de 3 millions. Pour l'éducation, une somme de 9 999 000 francs. Pour l'éclairage public aussi, nous avons noté 2 998 000 francs. Pour la construction de dépôts d'ordures, si on est la ville tout entière, vous ne verrez aucun dépôt d'ordures. Et pourtant, 2 998 000 francs ont été effectués. Le maire de Bala, Seydou Yatassaye, préfère ne pas de suite apporter une réplique. Toujours est-il que le mouvement citoyen élargi à la diaspora n'écarte pas l'idée de solliciter une délégation spéciale pour Bala. Moussa Omar-Gueye, nous restons sur la route pour quitter Bala, destination Keur Moussa dans le département de Thiès, où l'implantation d'une usine de poissonnerie divise les populations et les autorités de jeunes regroupés au sein d'une coalition And Defar Keur Moussa s'opposent à ce projet. Pour eux, les dispositions du Code de l'environnement ne sont pas respectées et cela risque d'impacter négativement sur la santé des populations. Du côté des autorités administratives de Thiès, elles rassurent et estiment que le promoteur a bel et bien respecté les recommandations. Dans la capitale du rail, nous retrouvons Cheikh Diop Seylatir. C'est un véritable dialogue de sourds entre des jeunes de Keur Moussa et un promoteur qui veut implanter une usine de poissonnerie dans cette localité. Ces jeunes, regroupés au sein de la coalition de l'association And Defar Keur Moussa, s'y opposent. Pour eux, les dispositions du Code de l'environnement sont violées. Le promoteur, dénommé Hassan Faye, qui veut implanter une usine de poissonnerie à Keur Moussa. Nous avons eu recours à beaucoup d'expertises qui nous ont informé que cette entreprise-là fait partie de la catégorie des installations classées et que au Sénégal, les installations classées obéissent à un régime préventif, un régime qui nécessite des règles rigoureuses et que ces règles-là n'ont pas fait l'objet de respect par le promoteur. Et les populations de Keur Moussa, selon elles, les autorités administratives et locales ont été saisies, mais sans satisfaction. Nous avons initié des démarches administratives. Nous avons saisi le maire pour s'imprégner de la situation en tant qu'autorité locale. Mais le maire était incapable de nous donner une information fiable par rapport ici à l'implantation. Ensuite, nous avons saisi les autorités administratives, commençant par le préfet, avec une pétition de 1000 signataires. Les autorités administratives interpellées sur la question nous confirment que le promoteur est en règle. Il détient de part devers lui une autorisation de construire et d'exploitation. Cheikh Diop, d'une région à une autre, pour cette fois-ci parler de la commercialisation de l'arachide. Le directeur général de la Sonacos, optimiste pour une bonne campagne dans le Fouladou. Déjà 4000 tonnes collectées en 2 semaines dans le centre de réception des graines. Une collecte qui rassure Moudiane Fada, qui était en tournée dans le sud du pays. Abdoulaye Diallo l'a rencontré à l'étape de Kolda pour vous. La campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein au Fouladou. En 2 semaines, le centre de réception intermédiaire des graines de la Sonacos à Kolda a enregistré plus de 4000 tonnes d'arachide, selon Modou Diagne Fada, directeur général de la Sonacos, qui a également affiché un satisfait aux opérateurs à l'occasion de sa tournée dans le sud du pays. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que, comme l'année dernière, Kolda aussi, cette année, risque de battre des records en matière de collecte de graines. À ce jour, nous sommes à 4566 tonnes au niveau de Kolda. Et nous n'avons fait que 15 jours de campagne, parce qu'elle n'a réellement démarré qu'au mois de janvier, ici à Kolda. Donc 4500 tonnes pour 15 jours de campagne, je crois que c'est déjà un record.
faut s'en féliciter. Et il faut féliciter d'abord les opérateurs, à la tête desquels se trouve M. Mamadou Cissé, M. le maire Mamadou Cissé. Sur les 4000 tonnes réceptionnées par la Sonacos, nous, IBC a donné 3250 aujourd'hui. Donc on a donné presque les 80% de l'arachide qui a été réceptionné par la Sonacos à Kolda. Donc c'est ce rôle qu'on est en train de faire avec la Sonacos. Ce qui fait dire au DG de la Sonacos que le bassin arachidier est en train de basculer vers Kolda. En tout cas, le bassin arachidier est en train de se déplacer vers la région de Kolda. Vers Médina, Yorofula surtout. Et ça, je crois que c'est une grande fierté, en tout cas pour les Koldois. D'où l'installation prochaine d'une unité de décortiquage à Kolda. En 2021, nous allons amener une ligneuse, donc une grosse machine de décortiquage. Et l'année prochaine, nous allons devoir réceptionner les graines là-bas. À ce rythme, la Sonacos s'attend à faire une collecte record de graines au Fouladou. Abdoulaye Diallo, après les régions, retour dans la capitale sénégalaise, opération de sécurisation. La police nationale met la main sur des trafiquants de drogue et une bande d'agresseurs qui opéraient à Grand-Yoff, ici à Dakar. Plus de 135 kg de chanvre indien ont été saisis et 5 autres personnes aussi interpellées. Moumoudou Fall et Mohamed Jan nous en disent davantage. La sécurité des populations, une priorité pour la police nationale. Des opérations de sécurisation menées dans différentes localités ont permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur une importante quantité de drogue à Yarach. La brigade de lutte contre la criminalité de la sûreté urbaine a procédé à l'interpellation de 2 individus à la plage de Yarach, à Anne plus précisément. Ces 2 individus ont été interpellés à la suite d'une opération de lutte contre le trafic de chanvre. Une opération similaire, effectivement, avait été menée également au niveau de Potimbao, vers la plage également. Donc c'est dans ces circonstances-là que nous avons interpellé une personne aussi avec une quantité de 10 kg de chanvre indien. Traqués sur les routes, les trafiquants empruntent désormais la main pour espérer acheminer leurs marchandises. Vous savez, les trafiquants maintenant de drogue vont de plus en plus vers la voie maritime, qui est beaucoup plus, en tout cas, facile pour exercer cette activité-là. C'est pourquoi nous procédons à la surveillance de ces lieux pour mettre hors d'état de circulation. Autre opération menée à Grand-Yoff ont fait tomber des agresseurs. Un groupe de jeunes dictait sa loi aux populations aux alentours de la Brioche Dorée, faisant des victimes. La descente de la police de Grand-Yoff a été musclée. J'ai été informé de la présence d'agresseurs au niveau de la Brioche Dorée de Grand-Yoff. Sans tarder, on a déporté la brigade de recherche qui était déjà en patrouille vers H.L.Grand-Yoff sur les lieux. À l'arrivée, ils ont trouvé une bande de personnes et au cours des courses-poursuites, ils ont parvenu à neutraliser 2 parmi eux. Les forces de police affichent leur abnégation à faire reculer toute personne mal intentionnée. D'ailleurs, la police compte mener d'autres opérations de grande envergure pour la sécurité des populations. Mamadou Fall, merci beaucoup. Dans l'actualité internationale, nous aurons 3 étapes. L'investiture de Joe Biden ce mercredi. Le centre-ville de Washington déjà aux allures de camp retranché. La justice française qui remet au goût du jour l'affaire Karachi ce mardi. Et puis le Darfour au Soudan où des affrontements entre tribus rivales depuis 3 jours ont fait plus de 100 morts. La synthèse est signée Daniel Diouf. Aux États-Unis, à la veille de l'investiture de Joe Biden, le centre-ville de Washington présente des allures de camps retranchés. Des dizaines de milliers de membres de la garde nationale déployés dans les rues. Une large zone rouge entièrement barricadée a été mise en place de la Maison-Blanche au Capitole, où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment demain. Partout, les hôtels et les commerces sont protégés leurs devantures avec de grands panneaux de bois. La justice française replonge dans les coulisses de la campagne présidentielle de 1995, plus de 25 ans après le scrutin remporté par Jacques Chirac. Elle remet au goût du jour l'affaire Karachi, un dossier dans lequel l'ancien Premier ministre français Édouard Balladur, candidat malheureux au premier tour, devait comparaître ce mardi devant la Cour de justice de la République en compagnie de François Léotard, son ministre de la Défense de l'époque, pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle.
Édouard Balladur et François Léotard sont tous deux poursuivis pour complicité d'abus de biens sociaux dans ce qu'on appelle communément le volet financier de l'affaire Karachi. L'ex-premier ministre âgé de 91 ans est soupçonné d'avoir été derrière un système de rétrocommission illégale portant sur d'importants contrats d'armement destinés à renflouer ses comptes de campagne. L'affaire concerne 5 contrats signés avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan en 1994 pour près de 28 millions d'anciens francs. Et puis des affrontements entre tribus rivales au Darfour, au Soudan, depuis 3 jours ont fait près de 140 morts. Ce sont les violences les plus sanglantes depuis la signature en octobre d'un accord de paix entre le gouvernement et des groupes rebelles. Une recrudescence des violences qui intervient un peu plus de 2 semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour. Une opération présente depuis 13 ans dans cette vaste région de l'ouest du Soudan. Les autorités ont imposé un couvre-feu au Darfour Ouest et le Premier ministre y a envoyé une délégation de haut rang pour tenter de rétablir l'ordre. Le conflit au Darfour a débuté en 2003 entre forces loyales au régime du général Omar el-Béchir à Khartoum et des membres de minorités ethniques qui s'estiment marginalisés dans la répartition du pouvoir et des richesses. Une page internationale signée Daniel Diouf. Nous enchaînons avec l'actualité sportive aussi en 3 points pour démarrer. Alioune Badara Baldé, attaquant sénégalais de 18 ans qui s'engage aux Pays-Bas. Le tirage au sort du mondial des clubs effectué ce mardi sera aussi au rendez-vous. Et puis nous parlerons avec Chersad Boudjara de Beach Soccer, les promoteurs d'une académie au Sénégal qui présentent leur projet Roundup signé Chersad Boudjara. Du beach soccer pour démarrer, le projet de création d'une académie dédiée à la discipline au Sénégal prend de plus en plus forme. Le président du club allemand, Real Münster, Gabriel Mohageji, l'initiateur, a tenu une conférence de presse en compagnie du manager général de l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer, Ibrahima Ndiachita, pour exposer les objectifs du projet. Formation et perfectionnement de jeunes de 15 à 20 ans sur le plan technico-tactique dans un cadre de sport-études. Il reste maintenant à trouver le site de l'académie. En football, Teungueth FC, le représentant du Sénégal en phase de poule de la Ligue africaine des champions, continue de renforcer son effectif. Le club rufisquois a recruté le gardien de but Ibrahima Niass en provenance de l'US Gorée. Il s'est engagé pour 2 saisons. Au Cameroun, la première journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations prend fin ce mardi. Le Sénégal ne figure pas parmi les participants. Toutefois, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, s'y trouve pour les besoins de sa campagne électorale pour la présidence de la Confédération africaine de football. Il est accompagné dans sa démarche par une délégation conduite par les ministres Matarba et Abdoulaye Sow. La FIFA a, elle, procédé au tirage au sort du mondial des clubs. Le représentant de l'Afrique, Al-Ahli d'Égypte, va défier pour son entrée en liste Al-Douaï du Qatar. En cas de victoire, le club égyptien fera face au Bayern Munich, le favori de la compétition, en demi-finale. Le mondial des clubs, c'est du 4 au 11 février prochain au Qatar. Pendant ce temps, l'UEFA évoque la possibilité d'organiser l'Euro 2021 dans un seul pays au lieu de 12, une éventualité qui résulte de la crise sanitaire mondiale. En tout cas, des décisions seront prises le 5 mars prochain. Sur le marché des transferts, le jeune attaquant sénégalais de 18 ans, Alioune Badara Baldé, est officiellement joueur du Feyenoord de Rotterdam, aux Pays-Bas. L'ancien pensionnaire de Djambar de Sali a paraphé un contrat de 4 ans. Merci beaucoup, Chersad Boudjara. La page des sports met fin